bonjour. Ça va bien? On dirait pas une conférence de presse un peu? J'avais imaginé des canapés. Un moment où on doutait ensemble. Eh ben, écoute, on va douter sur des chaises bureau. On va douter comme ça. Comment On ça va, traverser Bérangère? ça ensemble. Oui. Ça va bien? T'es venue pour Recaler, Oui, je suis là pour recaler. La série Recalée. qui est diffusée les 2 premiers épisodes dans lesquels tu es pas tellement. Pas tant, en fait. Donc moi, je viens surtout... Pour l'hôtel. Ouais. C'est un bel hôtel. Je viens accompagner les copains, quoi, et présenter la série. Non, je suis dedans, mais je fais pas grand-chose dans ces 2 premiers épisodes, mais finalement, est-ce que j'ai envie de me regarder? Pas tant. T'es sûre que t'es dedans? Oui, je les ai vus. Ah. Ouais, c'est mieux. T'as déjà été coupé au montage sans le savoir. Bien sûr. Oh là, plus que de raison, bien sûr, ouais. Alors que t'avais genre 16-17 ans. Affirmative. Film de quelqu'un a un Joachim dossier. Lafosse. Et là-bas. Ouais, j'avais tourné c'était mon premier long métrage de toute ma vie. J'avais 16 ans, je crois. Et c'était un film de Joachim Lafosse, un réalisateur belge. Et on commence directement avec du shame, hein. Super, très bien, yes. Après, j'ai des photos, t'inquiète. Ah voilà, de moi 16 ans, oui, on veut ça absolument. Et en fait, donc c'était mon premier rôle et j'étais super fière. Et c'est le moment où je suis partie, à 17 ans après l'équivalent belge du bac. Je suis partie à Paris faire des études de théâtre et vraiment c'était mon anecdote, quoi. C'était genre en fait en Belgique, j'ai joué dans un film. Donc là, je vais en cours, mais je suis vraiment à 2 doigts de péter en fait. Hein. Donc c'est pour la symbolique que je suis là. Et donc j'en parle à tout le monde et tout, et je me pointe. Je sais pas ce que c'est à l'époque une projection d'équipe. Je sais pas que ça existe, donc je sais pas que je suis pas invitée par exemple. Et donc je vais voir le film toute seule à l'UGC Ciné-Stéléal, et je regarde le film et je n'y suis pas. Et je me vois dans le générique de fin avec une faute d'orthographe dans mon prénom et dans mon nom de famille, dans les remerciements. Et ben ça apprend l'humilité, je vais te dire. Maintenant, je regarde avant de parler de quoi que ce soit. D'ailleurs, je parle pas de quoi que ce soit. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du film, t'étais comme... Ah, mais je crois qu'il y avait je crois que j'étais là. Non. C'est tard quand même. Ouais. Ah, ils ont tout mis à la fin. Ils ont tout mis. Et comment tu t'en es sortie auprès des autres? Parce que genre, t'as dit à tout le monde, je suis dans un film. Ouais, après, je pense qu'il y avait de la dimension film belge, auteur qui m'a sauvée, tu vois. Si tu dis à tout le monde que t'es dans... Donne-moi un exemple. De toute façon, personne ne l'aurait vu. Dans Dune. Oui. Tu vois, on t'attend un peu plus autant. Oui, voilà. Peut-être je devais même pas le dire, en fait, que j'y étais pas. Je pense que j'ai un peu mis le truc sous le tapis et attendu que ça passe, quoi. Mais ça m'a appris vraiment déjà à ne parler de rien avant que ça existe. Et laisse-moi te dire que si on parle de Recalé, c'est que je l'ai vu et que je sais qu'à un moment, je suis dedans, quand même. T'es souvent dans des comédies? Ouais. Parce que t'es rigolote quand même. Merci. Toi aussi, t'es rigolote, Fanny. Thanks, babe. On est là pour se draguer. Merci d'y assister. Enfin, tire-nous. Ah oui, c'est vrai qu'il nous manque un pied de micro. mais c'est un peu stand-up. Ouais. Ah oui, c'est ça. Par applaudissement qui est mal à l'aise. Formation. Attends, je vais avoir l'air détendu. Qu'est-ce que tu disais? Du détendu, je vais avoir l'air détendu, regarde. Qu'est-ce que tu disais? Recalé, je disais comédie. Oui, tu joues souvent des... Alors, Recalé, je ne l'ai pas encore vu. Tu joues souvent des personnes très ailées, très première de classe, rigides. J'ai un emploi, c'est vrai que j'aime bien faire les bizarres, quoi. Je fais souvent les bizarres. Et donc, et en général, enfin, pas en général, mais ça arrive quelques fois. J'ai eu quelques rôles que je devais faire un peu les rigides, effectivement. Les bonnes élèves, un peu coinsos. Qu'est-ce que ça dit de toi? Un peu taré. Je sais pas ce que ça dit de moi. Tu sais, les personnages, ça se compose. Je sais pas ce que ça dit de moi. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Hein. Moi, je suis vraiment bonne élève quand même. Par exemple, là, j'ai préparé. C'est vrai? Bien sûr. Ok. Alors, elle va nous faire une carte blanche de 15 minutes. Je vais faire des claquettes. C'est vrai? Non. Quoi? Non. Ah. Tu sais tirer à l'arc? Je sais tirer à l'arc. Ouais. Pour un rôle? Oui. Il y a d'autres choses comme ça que tu as apprises? Je sais vraiment faire des claquettes. Mais il y a longtemps. Et je le ferai pas. C'est un tapis, c'est pas l'idéal. Tu crois que tu es plus douée en comédie ou en drame? Alors là, c'est dur comme question. C'est moi qui dois répondre. C'est compliqué. T'as préparé, non? Ouais. Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais que j'aime trop. Comment je vais pas répondre à ta question? J'aime trop pouvoir faire les deux et faire l'un et puis l'autre et puis l'un et puis l'autre et pas
il y a tellement de trucs à faire, ce serait quand même vraiment dommage de se limiter à, tu vois. Donc j'aime trop, et j'aime trop que pour le moment j'ai encore la liberté et on me propose des trucs très différents, et donc t'es pas trop étiquetée. non, parce que je suis pas très célèbre, hein. C'est une façon polie de le dire. C'est pour ça, bah oui, non mais c'est ça. Non mais je pense que c'est vraiment aussi l'avantage de ça, c'est que on peut pas te... Et de la même manière que du coup je peux faire de la télé, puis je peux faire du cinéma, et puis je peux réaliser, et puis tu vois, je peux faire des trucs très différents, on va pas se dire... L'aspect ciné-télé, est-ce que ça a encore une importance? Moi je crois. Ah ouais? Enfin pas pour moi, mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc qu'il y a des gens qui font de la télé, et puis on leur dit que du coup c'est pas, il faut pas trop... Enfin, c'est plus compliqué après de les caster dans du cinéma parce qu'ils ont une étiquette de télé. Enfin moi c'est des trucs que j'entends. Heureusement moi j'ai l'impression que ça s'applique pas trop parce que j'ai fait des trucs un peu de... Mais qui suis-je? Je sais pas comment les gens parlent de moi. Ça se trouve, tu vois. Et par exemple HPI, c'était un peu comme c'est le truc que j'avais fait ou qui a le plus été vu. À un moment c'est un peu posé la question et si je continue à faire beaucoup de télé, est-ce que je me retrouve à ne faire que ça? Après, il y a des trucs très différents aussi. Il y a des télés, des programmes, des plateformes. Il y a plein de projets très différents. Donc forcément, c'est sûr que maintenant, c'est plus comme c'était où tu faisais soit des séries de flics, soit du cinéma. Il y a 1 milliard de... Ça va m'énerver ce micro. Ah, c'est peut-être mon casque en fait. Vous m'entendez? Non, c'est le micro. Ah oui, c'est mon casque. Ah bah parce que quand le tien bug, le mien bug aussi. Ah, on est il y a un solidaires. faux contact. Tu veux... Non, ça va. Je vais faire abstraction. Si vous continuez à m'entendre, c'est que je m'arrête pas de parler là. Sinon, faites des signes, sinon ça va être long de ouf. Ouais. Sur base de quoi t'acceptes un rôle? Sur base des gens qui font le projet. Mais ça, tu t'es jamais sûr à 100%. Non, mais tu peux te renseigner quand même. Hein, c'est-à-dire, soit parce que t'aimes ce qu'ils font, soit parce que c'est des gens super, idéalement les deux. Ah oui, en réel, tu veux dire? Non, même comme comédienne. Tu vois, les porteurs de projets, les gens avec qui tu vas tourner pendant 3 mois. Okay. C'est quand même un truc où moi, si j'ai pas envie de me faire du mal, quoi, tu vois. Donc, il y a ça. Et après, de ce que tu as à jouer. Et est-ce que ça t'amène à un truc un peu différent de ce que tu as déjà fait parce que pareil, comme il n'y a pas tant de jours que ça dans l'année, est-ce que tu as envie de refaire un peu la même chose tout le temps? Enfin, c'est surtout ça. Et donc aussi rester dans un truc Enfin, faire des choses très différentes pour garder un peu le flou. Tu t'as déjà accepté un rôle et puis sur le tournage, tu t'es dit pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Sans citer de nom, c'était quel type de... Non, mais oui, soit parce que par exemple, tu te rends compte que les conditions, tu les connaissais un peu, dans le sens où tu savais que c'était par exemple un tournage. On n'a pas beaucoup de jours, on doit tourner vite, et en fait, tu arrives sur le plateau et tu te rends compte que c'est vraiment très difficile de bien travailler, que tout le monde est un peu tout le temps pressé, t'es pas très libre, par exemple, ça c'est toujours très frustrant. Et après, tu peux pas toujours savoir. Hein. Parfois, les gens avec qui tu travailles sont en fait pas très sympas ou moins zélés que ce que tu imaginais. Enfin, il y a plein de... Mais bon, j'ai eu de la chance quand même. En vrai, ça m'arrive assez peu de regretter un choix. Puis j'ai l'impression que ça se construit. Enfin, tu peux quand même faire des... Je pense qu'on a tous aussi des fois droit à faire des erreurs. Hein. Tu peux pas faire que le truc brillant, quoi. Bien dit. Ouais, je crois. Quand tu étais enfant, tu voulais être célèbre? J'ai envie de te retourner les questions. J'ai l'impression que c'est sens unique et ça me... C'est le principe du Et toi, Fanny? Écoute, Quand tu étais petite, tu voulais être célèbre? je voulais être Laurie. Ah, voilà. Ce qui est oui et non, Bah ouais. tu vois. Bah, enfin, Laurie, ça implique quand même Oui, célèbre. d'être célèbre, mais je voulais être elle. Ah oui. Ouais. Je comptais le nombre de danseurs qu'elle avait dans ses clips, comme ça j'aurais le même nombre de danseurs et tout. Mais d'ailleurs, si tu veux rentrer dans mon band... À fond. Mais est-ce que tu regrettes de pas avoir... Est-ce que parfois, la petite fille en toi regrette de pas être devenue Laurie? Ou assimilée? Bah, je sais pas chanter. Ouais, mais ça c'est pas... Enfin, ça s'apprend. Ma théorie, c'est que 100% des humoristes auraient préféré être chanteur. 100%. 100%. Je suis extrême. Ok. Et ça a été... C'est des questions que tu as posées à tes collègues? Beaucoup, ils me disent absolument. C'est vrai? Ouais. Parce que seule sur scène avec un micro... Bah, c'est tristoun, hein, en vrai. Enfin non, c'est génial, mais il n'y a pas ce truc d'équipe, de comme quand t'es Ouais, c'est ça, t'as pas ton band. Ouais. Pas encore. En fait, je veux des choristes, c'est ça que... Et des danseurs. Mais ça n'empêche pas, tu peux faire du stand-up avec des danseurs et des choristes. Ah, le budget, là. Ouais, mais attends, il faut le next step, Fanny. On avance. Bah oui, Vegas.
Du coup, tu voulais être célèbre. Moi, je voulais être Britney Spears. Ah oui, là, on est vraiment sur Vegas. Ouais, Ok. ouais. Non, je voulais Mais pas tu être sais Britney chanter, Spears, non mais non, on peut pas dire ça. Ah, tu le vois, le traquenard qui arrive. Non, non, mais je croyais. T'as fait de la danse et je pensais que tu savais chanter. Ouais, j'ai dû chanter par exemple pour un film là, Sans pitié, je dois un peu chanter dedans. C'est toujours. Sans pitié, c'est le nom du film? C'est le nom du film. Ouais. C'était aussi l'avis du réalisateur quand il m'a entendu chanter. Et je trouvais ça hyper intimidant, mais je viens d'une famille de musiciens. Mon père, il est bassiste. Dans ma famille, il y a beaucoup de musiciens. Et donc, j'ai un peu grandi entourée de musiciens très bons. Et donc, moi, je me disais, il fallait que je trouve autre chose à faire parce que je n'aimais pas l'idée d'être nulle. Et forcément, quand tu commences quelque chose, t'es nul. Hein. Mais ça, toujours aujourd'hui. J'aime pas commencer un truc parce que j'aime pas être nulle, quoi. Et donc, par exemple, c'est très difficile pour moi j'ai passé le permis. C'est vrai? Il y a genre 2 ans. Et tu l'as eu? Et je l'ai eu. Ouais. Je sais que. Toi? Je l'ai eu il y a 3 mois, genre. Je sais qu'on est très en retard l'une et l'autre. Ouais. Bah, remarque, moi je suis plus âgée que toi. Ouais. Toi, t'es bien, toi. Bah non, moi je suis tard quand même. Surtout que je compte plus jamais conduire de ma vie. Hein. Ben moi non plus. Allez. Parce que ça fait vraiment peur. Et j'étais très contente d'aller voir, mais d'arriver dans cette voiture et d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me dise quoi faire, déjà ça me rend ma boule. Or. T'es c'est comédienne, son ma métier, belle. Hein. quoi. Mais surtout, puis, idéalement, il faudrait que j'apprenne à conduire, quoi. Enfin, je veux dire, si je peux ne pas buter des gens, c'est bien, quoi. Et donc, j'aime pas être mauvaise. Et déjà, à l'époque, et donc, forcément, c'est compliqué parce que tu t'empêches de faire des choses, quoi. T'as des hobbies? En fait, pas beaucoup. Putain, c'est marrant, je me dis, ah oui, non, c'est un peu. En fait, mais ça s'apparente beaucoup à mon travail. Et je sais que ça, c'est pas ouf. J'ai lu dans Psychologie Magazine que tes hobbies pouvaient pas être ton boulot, et ça a vraiment résonné en moi, tu vois. En fait, j'ai lu une interview d'une femme qui avait fait un burn-out. Et elle s'en était rendue compte parce qu'elle avait parlé à sa psy et que sa psy lui avait dit c'est quoi vos moments de détente? Et elle avait dit j'adore marcher pour aller au travail. Et je me suis vraiment reconnue. Je me suis vraiment dit c'est quoi vos moments de détente? Moi j'aime bien la fin de journée après un tournage dans ma chambre d'hôtel, j'allume la télévision. C'est pas vraiment de la détente, quoi. C'est pas vraiment. Bon bref, donc j'aime bien. J'ai des hobbies, j'aime lire, j'aime aller au cinéma, j'aime voir mes amis, mais je sais pas si c'est pas vraiment des hobbies, quoi. Je prends pas le temps de faire des choses qui sont pas. Mais bon, après, c'est très divertissant d'écrire des scénarios et de jouer. Oui, mais tout est dans une optique... Non. Non? Écrire un scénario, c'est pas dans l'optique de travailler? De productivité. Peut-être. Mais ça m'apaise, la productivité. Alors, ça, je comprends totalement. Tu regardes aussi des vidéos de gens qui disent comment être plus productif sur Internet, notamment des Américains macronistes? Non, pas du tout. Ok, moi non plus. Par contre, je regarde des gens qui font des deep clean. Tu regardes? Ouais. Vous voyez de quoi? Les deep clean? Il y a des noms. C'est souvent des meufs. Hein, qui... non. Moi, je vois que des meufs. Ah ouais? Je t'enverrai des liens. Ah, je veux bien. Je veux bien des mecs. Ah ouais, ça va m'apaiser fort. Des gens qui vont chez des personnes en difficulté, qui en fait sont soit comme on dit, des hoarders, quoi, qui le syndrome de... Mon cerveau marche plus, faut que tu... de Diogène, voilà. ouais. Et donc chez eux, c'est vraiment très très sale et très très rempli de choses. Et ils nettoient de fond en comble. C'est extrêmement satisfaisant, mais c'est très crade parfois. Mais c'est très satisfaisant à regarder. Et puis il y a un truc vraiment d'altruisme très fort, quoi. Parce que vraiment, tu vas dans les déchets de quelqu'un pour l'aider, pour le sortir d'un épisode pas chouette. Je pensais pas que c'était ça. Ah, tu pensais que c'était quoi? Ouais, donc ça, les mecs, ils font pas? Alors, c'est pas ça. Moi, c'est dans les voitures dégueulasses, ils te la récurent et tout. C'est d'ailleurs, je regarde des TikTok de ça. Moi, mon TikTok, c'est que des rénovations de meubles et des gens qui lavent des voitures. Ouais. Et un peu de dermatologie. Quoi? Non, t'as pas. Non. Ah, tu regardes des gens qui se font péter des boutons? Je vais vriller. Ouais. Enfin, je préfère les kystes, les trucs un peu. T'as l'image de quelqu'un d'extrêmement classe. Ça a duré 7 minutes. Ah, ton algo, il est fou. Mon algo, il est fou, ouais. Mais voilà, tu me demandes c'est quoi mes hobbies? Les deep cleans. Ce sera le titre de l'épisode. C'est hyper triste. Putain, je pensais pas faire un constat aussi déprimant sur la vie, quoi. Non, mais c'est super, ta vie. Ouais. Et donc, tu voulais être célèbre.
Oui, je voulais être Britney Spears, oui. Ouais. Oui. Et donc, moi, j'ai commencé à tourner enfant dans des publicités, j'allais dans des cours de théâtre, et c'est comme ça que C'était Barbie 1997. On s'en souvient? On s'en souvient. C'était les cartables. Je sais. Ouais. Tu sais. Ouais. Ouais, t'as vraiment bossé, hein. C'est un métier. Hein. C'est un métier. Pas le mien. Ouais. Et donc je faisais des cours de théâtre, mais il y avait un vrai fantasme de la célébrité. Mais je pense comme plein de petites filles, quoi. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à tourner dans des pubs, donc à la cour de récré, j'étais hyper fière. J'avais l'impression que j'avais percé, quoi. Et je crois qu'il y a eu un peu j'avais une fascination pour ça. Et donc j'ai décidé de faire ce métier pour toutes les mauvaises raisons. Et la vraie chance, c'est que j'ai toujours envie de faire ce métier, mais vraiment pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir, mais qu'il s'agit quand même du même métier. Et quand est-ce que tu as compris que c'était pas un fantasme, mais un travail? Assez vite, hein, en fait. Dès que tu fais un tournage de plus que 2 jours, tu vois que c'est quand même... Et puis je pense après, c'est aussi en allant en école, en faisant du théâtre, et puis en créant tes propres projets, en écrivant... Et puis, ouais, c'est dans la continuité que ça s'inscrit comme un truc où des fois t'es fatigué, t'es pas inspiré, et en fait il faut quand même y aller parce que c'est un boulot, quoi. Toi, l'école ciné, ça s'est pas trop bien passé, je crois. Mais en fait, pourquoi on fait ce truc? Tu sais déjà tout. Les gens pas. Parce que j'ai fait des cours de... En fait, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait des cours de théâtre. J'ai fait 1 an d'école qui m'a pas plu parce qu'on était très nombreux par classe et puis après j'ai fait un conservatoire d'arrondissement et ça c'était franchement traumatisant. J'ai vraiment détesté. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression de pas du tout être à ma place. Je crois qu'il y avait un peu... C'était il y a longtemps, hein, c'était il y a 20 ans presque. Ouais. Donc l'éducation n'était pas... Enfin, je veux dire, l'enseignement du théâtre, c'était quand même un peu pas celui de maintenant, quoi. C'est très peu Montessori. C'est très Montessori. Et c'était beaucoup détruire pour reconstruire. Enfin, on entendait ces trucs-là, quoi. Et donc, donc il y avait des moments super violents, vraiment. Et moi, je résistais très fort à ça. Et donc, c'était pas chouette du tout. Et même pendant plus de 15 ans, je suis pas remontée sur scène. Je me disais, le théâtre, c'est un truc de gens qui sont meilleurs que moi, que je sais pas faire. Ah ouais, un truc un peu élitiste. Ouais, je me suis dit, ça, c'est le vrai... Ça, c'est vraiment jouer, monter sur scène, comédie française, tu vois. Je me suis dit, tout ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je fais mes petits trucs. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une pièce de théâtre et c'était un peu j'ai vraiment fait la paix, quoi. Et en plus, c'est marrant parce qu'à la première de la pièce, il y avait 2 élèves qui étaient dans ma classe au conservatoire qui étaient là. Enfin, conservatoire d'arrondissement, c'était pas le conservatoire, mais qui étaient là et qui sont venus, ah, bravo et tout. Et le fait qu'ils étaient là, alors qu'ils étaient là aussi quand je me faisais un peu humilier en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai, quoi. Je me suis dit, oh. Est-ce que tu penses que tous les métiers artistiques sont des revanches sur quelque chose? Non. Ok, voilà. Non, je sais pas, tu penses que oui? Ça dépend, j'ai l'impression que beaucoup quand même. En tout cas, dans les métiers artistiques plus solitaires, je crois qu'il y a un truc de « Ah ouais, j'étais pas cool Ah ouais. Ouais, je pense. Ouais, oui. Ouais, mais après, je pense est-ce qu'on n'a pas tous un peu ça quand même de... s'il y a des gens qui ont un peu douté de tes capacités, t'es quand même content de leur montrer que tu fais, quel que soit ton métier ou tes activités, on n'aime pas se faire... Oui, c'est juste quand tu as un métier public, plus de gens oui, voient. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, j'imagine que quand tu sors de scène et quelqu'un vient te dire « Ah, tu te souviens, on était à l'école et que c'était pas ta pote et que t'es... » Ouais, voilà. Il y a un vrai... C'est pour ça que je fais ce métier. Ouais. Pour Coralie. C'est 8 ans. T'aimes bien les castings? Ouais. C'est fou, ça. Non? Bah, je sais pas. Après, j'aime bien les castings. J'aime bien les castings parce que maintenant, quand je passe... En fait, j'aime pas... Reformulation. Je préfère avoir déjà passé un essai pour un projet sur lequel je vais travailler, ou en tout cas parler avec le réalisateur et faire une proposition. Parce que parfois, on te propose un rôle, et t'es pris, et t'arrives le premier jour du tournage, et en fait, on s'est jamais mis d'accord sur ce qu'on faisait. Parce que ça se fait de moins en moins, les répétitions. En général, tu travailles dans ton coin, quoi.
Et donc quand t'arrives, en fait t'es arrivé prêt, mais pour un truc tu te dis ça se trouve c'est pas du tout ce que cette personne avait en tête, sauf que moteur, tu vois. Et donc moi ça j'aime pas. J'aime bien je vois le casting comme une petite séance de travail et tout. Après je dis pas, j'ai la chance maintenant aussi de passer des castings en général avec les réalisateurs ou qui me donnent un peu plus de temps, enfin tu vois, j'en ai passé, et j'ai commencé vraiment jeune, donc moi j'ai passé des centaines et des centaines de castings, et je dis pas que c'est... Centaines? Ouais, des centaines de castings, oui. Je n'ai donné aucune chance au fait de ne pas faire ce métier. Alors après, ça aurait pu aller de 1000 manières différentes, mais vraiment, je me suis donnée. Tu t'es jamais demandé ce que tu voulais faire d'autre que ça? Non. Putain, Barbie, ça fait des vocations. Je te jure, bah oui. Mais je pense que c'est ça, hein, c'est ce podium violet sur lequel je marchais avec mon cartable. C'était ça, je me suis dit, je veux faire ça toute ma vie, en fait. Je ne veux rien faire d'autre. Et en fait, c'est pas du tout ça, ma vie. Et c'est bien dommage. Casting. Oui, tu séchais les cours pour aller faire des castings à Paris alors que tu étais à Bruxelles. Je te dis, j'ai laissé aucune chance au hasard, vraiment. J'étais déterre, quoi. Donc je prenais l'Eurolines. Le bus? Le bus, 4 heures. Pour aller à Paris. Je descendais à Bagnolet, là, prenais mon métro, j'étais tout le temps perdue, j'étais mineure, hein, et j'allais passer mon petit casting, pour le coup, de 8 minutes montre en main, parce que on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, je débarquais complètement. Et voilà, et je ressortais, et j'allais reprendre mon Eurolines, et je retournais à l'école. Et tes parents, ils étaient... Mais en fait, c'est vrai que ça les fait passer un peu pour des... Mais non, mais ils peuvent être très soutenants en mode, c'est vraiment ce qu'elle veut faire, vas-y, on la laisse mettre toutes les chances de son côté. Ouais. Ou alors, ils savent toujours pas. Ils étaient très attentifs. Enfin, j'avais un portable. Ils étaient quand même... Ils avaient une amie à Paris... qui vivait là, donc en cas de problème, il y avait quand même quelqu'un que je pouvais éventuellement appeler, enfin, tu vois. Donc j'étais pas larguée complètement, mais par contre, j'étais déter. De toute façon, ils n'auraient pas pu m'en empêcher, quoi. Avant, quand j'étais vraiment plus jeune et que je disais, bon, j'ai un casting pour machin, donc il fallait qu'ils viennent avec moi, parce que, vraiment, j'étais petite, quoi. Mais toujours pas le permis. Et toujours pas, non, à 12 ans, non, ça a pris un sacré temps. Mais je me suis retrouvée après à faire ça... Ils ne pouvaient pas vraiment dire grand-chose. Puis ils voyaient bien que j'étais complètement déterminée, que je voulais... Je pense que des fois, quand j'étais prise pour des trucs, c'est plus ça qui les faisait flipper. Parce que des fois, c'était pas mal de courts-métrages. À Bruxelles, il y a plein d'écoles de cinéma. Donc il y avait pas mal de courts-métrages de fin d'études, des trucs comme ça. Et moi, j'ai fait pas mal de courts-métrages de fin d'études plus jeunes, parce que j'apprenais en faisant et tout ça. Et ça, des fois, je crois qu'ils lisaient des scénarios. Tu sais, les scénarios des premiers courts-métrages, en général, ils sont très, très trash. Tu sais, il y a un peu un truc climax de ton anxiété, de ta vie que tu mets dans ton premier court-métrage. Après, tu te détends. Ouais. Et donc, en général, c'est toujours des sujets hyper trash. Et toi, tu faisais Moi, ça. je jouais l'anorexique, la victime de toutes sortes de choses. Et donc là, je pense qu'ils lisaient pas forcément le scénario, quoi. Et puis ils arrivaient, ils m'emmenaient là, et c'était que des étudiants de 19 ans, tu vois. C'est ça le projet. Ouais, mais j'étais trop contente. Les scouts, quoi. Vraiment. Au lieu des scouts, ouais. Comment... Donc, tu étais très jeune. Est-ce que c'est pas compliqué de se construire en tant qu'ado, jeune adulte, quand ce que tu préfères faire... T'es très dépendante du regard des autres et les castings, tu dépends d'un réal. Est-ce qu'il te désire professionnellement? Est-ce que machin tu dois un peu le prendre perso quand t'es pas pris. Ouais, au début, oui. Ouais. Mais même plus tard, hein, des fois, je pense que le temps fait juste que tu comprends. Et après, moi aussi, du fait de réaliser et de faire passer des castings, ça me fait aussi qu'il y a des fois, je cherche quelqu'un pour un rôle et il y a des comédiens fabuleux qui rentrent dans la pièce et je me dis, putain, ils sont trop forts. Pour autant, c'est pas le rôle. Donc je sais que c'est pas parce que tu l'as pas que ça doit remettre en question toute ton existence. Mais oui, de grandir en se confrontant à ça, tu te mets dans une position de vulnérabilité qui est quand même assez... Tu te mets dans une position où on peut vraiment te dire « merci, ça ira ». Très, très souvent, quoi. Donc il faut quand même un tout petit peu s'armer. Et oui, et je pense que ça construit aussi un peu ta personnalité. Moi, je pense que d'avoir fait si jeune et d'avoir été quand même un peu confrontée à ça si jeune, je pense que moi j'ai mis vachement de temps, par exemple, à exprimer. J'admire les gens qui arrivent et qui arrivent tout de suite avec toute leur personnalité et tout ce qu'ils sont et sans jamais s'excuser de rien. Et moi, je
crois que ça a un peu empêché ça chez moi, parce que j'avais l'impression j'avais pas très envie qu'on se fasse exactement une idée de qui j'étais, parce que du coup on pouvait encore, tu vois, je pouvais convenir à plein d'endroits différents. J'ai une grande envie de convenir. Mais c'est vrai, et ça a pris vachement de temps et aussi des rencontres, quoi, d'acteurs. Par exemple, tu vois, on parlait de Mara Taquin. Mara Taquin, donc, qui est une comédienne belge merveilleuse et qui a joué dans le court-métrage de Fanny, et qui est quelqu'un elle est plus jeune, elle est brillante, elle est plus jeune. Elle est beaucoup plus jeune que moi, et j'adore le fait qu'elle arrive, avec ses convictions, ses engagements, sa personnalité, et ça ne l'empêche en rien de travailler. Et j'ai l'impression que c'est aussi un truc de nouvelle génération aussi, ça, d'arriver avec qui t'es et d'affirmer un truc très fort et que ce soit valorisé beaucoup plus qu'avant. J'ai l'impression d'avoir 127 ans en disant ça. Ouais, parle bien. Elle a appris mon âge tout à l'heure, elle était choquée. Ouais. On n'en parle plus. Ah, j'allais faire un truc de à mon âge. Lever. Ouais. Vous pensez qu'elle a quel âge? Sur mon âge. Wow. Ok, qui pense qu'elle a 30? Donc on y va. Hein. Allez, ok. Bon, t'aimes pas faire des choix? Tu t'intègres. Vas-y, fais ton sondage si tu veux. Non. Est-ce qu'on est d'accord qu'elle a l'air d'avoir 32? Faites hyper attention à ce que vous dites. Moi? Qui a dit moi? Moins. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est parce qu'on est quoi? C'est parce qu'on est loin. Mais parce que je suis complètement myope. T'as l'air lisse. Oh là là, t'as l'air lisse. C'est vrai que t'es giga lisse. Enfin, tu vois. Ouais. Ah, vraiment, il fallait pas y aller. Okay. Allez, on ressort. Les choix. T'aimes pas faire des choix? Maintenant, ça va mieux. Bah, tu vois, faire des choix, c'est pareil. Je pensais affirmer aussi une personnalité. Je suis en train de vraiment faire un épisode sur le fait que j'ai pas de personnalité. Hein. Normal, comme viens, on recommence. Non, c'était plus... les choix, c'est plus que j'ai envie de faire plein de trucs. Et que le concept de choisir, c'est renoncer, ça me rend ma boule. Et donc, tu vois, je vis dans 2 pays. Tu vois, entre la Belgique et la France, j'ai jamais vraiment choisi. Enfin, tu vois, je fais plusieurs métiers, le fait de réaliser en plus. Là, avec mon film qui est sorti, la question qu'on me pose le plus, c'est mais du coup, maintenant, t'arrêtes de jouer? Et c'est pas du tout l'idée. Moi, j'ai envie de faire plein de trucs différents. Pareil, de choisir dans les types de projets, le genre de choses. Je sais pas, j'aime bien faire plein de trucs. Je trouve que la vie est super courte et c'est quand même très con de se limiter à un truc un peu niche. Et voilà. Mais je crois que c'est un peu une façon de combattre tu vois, la peur du temps qui passe, quoi. Ça part systématiquement au canapé, quoi. En psy. Mais en vrai aussi, n'être que réel, ça doit être un peu terrifiant dans le sens où chaque projet dure 5 ans. Ah ouais. Et si ça marche pas, t'as mis des années de ta vie pour un truc qui n'aboutira jamais. Ouais. Oui, il y a ça. Et puis même quand ça marche, tu fais un film, tu l'écris, tu le prépares des années, tu le tournes, tu fais ta poste. 5-6 ans plus tard, si ça va, le film sort. Et alors, tu as gravi toute la montagne. Et du jour au lendemain, tu te retrouves en bas de la prochaine. On te dit, alors, c'est quoi ton prochain projet? Et toi, tu es fatigué, en fait. Et tu as passé 5-6 ans dessus. Et c'est mes potes qui font ça, moi, j'admire à fond, quoi. Et en général, ils ont d'autres activités quand même. Soit ils enseignent, soit où ils écrivent pour d'autres. Parce que c'est trop drainant, quoi. Mais de la même manière que juste comédien, c'est aussi flippant parce que tu es complètement tellement tributaire des autres. Moi, j'aime bien l'idée de me retourner, de me dire, OK, quand je serai sur mon lit de mort, je pourrais me dire que j'ai quand même un peu décidé de choses. Et on n'aura pas juste... Alors certes, tu décides de faire ou pas faire quelque chose, mais tu peux aussi être complètement proactif et créer tes propres projets, et écrire ce que tu as envie de raconter, toi, dans ta vie, et pas juste participer à ce que les autres autour de toi ont envie de raconter dans leur vie. Et je trouve que c'est quand même assez chouette, quoi, d'être partie prenante de ce que tu racontes. Et là, on parlait tantôt du fait que tu avais toute la promo du film et tout, mais qu'en décembre, tu savais pas exactement ce que tu allais faire après la promo du film. Ouais. Tu n'avais pas de tournage prévu. Ouais. Donc, on était en décembre, tu avais un break de Noël. Ouais. Tu n'avais pas de tournage prévu après. Et tu m'as dit, j'étais anxieuse comme en 2012. Fameuse année 2012. Je pensais qu'on était entre nous dans ce canapé, mais ok, d'accord, on balance. Je suis désolée, rien n'est privé. C'est le showbiz, ma belle. Comment tu fais quand tu
n'a rien qui vient, parce que du coup là, en l'occurrence, break de Noël, t'as pas pu chiller parce que t'étais trop stressée, parce que machin. Non, mais en fait, j'ai tourné une série en Angleterre pendant 3-4 mois, et je suis revenue, début décembre, et il y a mon film qui est sorti il y a 2 jours, donc fin mars, et je me retrouve à me dire, ok, et j'avais pas de tournage de prévu de décembre à mars. Donc forcément, il y avait de la promo, il y avait des tournées d'avant-première et tout ça qui allait se mettre en place, mais c'était la première fois depuis quelques années que je ne savais pas après la sortie si j'allais avoir des tournages, parce que j'étais en Angleterre et donc j'étais un peu complètement ailleurs et il n'y avait pas tellement d'anticipation de la suite, quoi. Bon, donc du coup, j'ai quand même écrit un autre film, enfin il s'est quand même passé des trucs, mais je sais que j'ai un besoin de remplir très fort, et c'est ce qui me rassure, quoi, c'est de savoir qu'il y a des choses devant, et le vide, je trouve ça très 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 angoissant. Donc même si c'est un projet dans longtemps, il faut qu'il soit évidemment excitant, quoi. Mais c'est vrai que s'il n'y a rien, moi c'est encore un truc avec lequel j'ai du mal. Parce que je peux kiffer si je me dis j'ai un tournage dans 4 mois. Parce que je me dis, ok, j'ai 4 mois, je peux me reposer, parce que voilà. Mais s'il n'y a rien, c'est trop angoissant. Et du coup, tu fais quoi quand il n'y a rien ? Ah bah tu cherches pour qui est. Enfin, tu cherches, moi j'ai écrit un 2e film, enfin tu vois, j'ai du mal à pas faire. C'est pour ça que tu me demandes c'est quoi mon hobby. Écrire un 2e film. Ouais, voilà. Mais est-ce que aussi tu l'as écrit rapidement, le 2e, pour ne pas te prendre le pied de montagne que tu aurais après la sortie du 1er ? En fait, j'ai fini de l'écrire, j'avais commencé de l'écrire il y a déjà 2 ans. Enfin, c'est pas d'un coup il y a une idée et bim, scénario, quoi. Mais j'ai terminé l'écriture. J'ai eu des co-auteurs et tout ça, c'était quand même un truc. Donc il y a des projets en cours, mais je crois que la nécessité qu'il y ait des projets en cours, c'est un truc avec lequel je lutte un peu, quoi. J'aimerais bien, j'ai le fantasme, tu vois, de partir, rien faire, regarder, écouter les oiseaux, prendre le temps de boire mon café le matin en regardant dans le vide, en écoutant de la musique. Un burn-out ? Bah non, l'inverse, je crois. Enfin, la détente, quoi, et que ça soit complètement pas anxiogène. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc tu l'as dit, tu as sorti ton premier film, ton premier long métrage il y a 2 jours, qui s'appelle Les Filles du Ciel, qui est super. Allez le voir. Merci Fanny. Ouais, allez le voir. C'est au Majestic à Lille. Voilà. Si jamais vous n'avez pas encore vu trop de projections à Cérémania, n'hésitez pas à vous enfermer encore dans une autre salle sombre. T'as fait 3 courts-métrages avant. Comment t'as... Bon, le fait que tu sois comédienne, évidemment, ça aide, mais comment tu as trouvé la légitimité pour diriger des gens ? Parce que complètement, si tu dis à quelqu'un, ce que tu fais là, j'aimerais que tu le fasses un peu différemment. Bah, je la cherche encore, la légitimité. D'accord. Non, c'est bien. On a des gens qui doutent, hein. Non, c'est hyper dur les premières fois. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai dit à mon chef-op, tu crois que tu peux un tout petit peu desserrer le cadre, s'il te plaît ? Je me suis dit, tu te prends pour qui, en fait ? C'est-à-dire, c'est son métier, cet homme fait des films tout le temps, toi c'est ton premier, ce cadre était super. Et ça s'acquiert, quoi, vraiment. Il m'a fallu 3 cours pour me dire, et encore, après tu arrives sur un tournage de long, c'est une équipe immense. Le seul endroit où j'ai l'impression de ressentir de la légitimité, c'est en dirigeant les comédiens, parce que pour le coup, ça, je l'ai fait, quoi. J'ai vraiment... j'ai déjà été à leur place, en plus il s'agit de 4 jeunes comédiennes. Et donc ça, c'était vraiment la joie de ce film, c'était de les accueillir le matin, de dire, on va faire... on a des scènes parfois un peu difficiles à tourner, mais on va y aller ensemble, on va créer un lieu où on peut créer ensemble. Et ça, c'était... Là, je me sens à l'aise. Et maintenant, à vrai dire, même sur le plateau en général, mais il m'a fallu quand même quelques temps, c'est sûr, c'est la légitimité, tu la cherches toujours, quoi. Puis ça va, ça vient... c'est toujours un peu compliqué, puis plus le projet prend de l'envergure, à chaque fois c'est un nouveau pari, enfin... Moi, je suis jamais à me dire, allez, comme à la maison, tu vois, jamais. Et c'est un peu contradictoire t'aimes pas prendre des choix, mais t'aimes pas faire des choix, mais tu décides d'être réel et donc de devoir prendre absolument chaque décision sur un tournage. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que mais ces choix-là, c'est moins difficile. Non, c'est pas que j'aime pas les choix en général, c'est plus des choix en termes d'options, de tout ce qu'on peut faire dans la vie, ça, tu vois, c'est limiter ça qui me... Après, des choix, tu vois, le rideau, on le met en bleu ou en vert, ça c'est pas difficile, tu sors par cette porte, on va resserrer le cadre, maintenant je peux le dire, tu vois, on va changer de focale, voilà.
Ça c'est des choix quand même plus du merci. T'imagines l'enfer de la vie. Sucre ou pas sucre dans le café. Un truc qui n'avance jamais. Non, quand même. C'est pas. Mais ouais, j'ai l'impression que la légitimité, c'est un truc que tu ne peux acquérir qu'avec l'expérience. Enfin, en tout cas, ou alors il y a des gens qui l'ont immédiatement et tant mieux pour eux, quoi. Mais moi, je sais que c'est un truc qui vient vraiment avec l'expérience, quoi. C'est très féminin aussi, hein. Le syndrome de l'imposteur. Ah ouais, tu crois? Ouais. Enfin, je dis pas que c'est exclusivement féminin, mais t'as entendu le sondage de faire atterrir un avion, quand même. Bien sûr. Tout le monde a entendu ça, non? Qui ici pense qu'il peut faire atterrir un avion? Il n'y a que l'élite ici. Oh là là. Tous faire... Attends, j'ai pas entendu. Vous savez tous faire atterrir un avion? Non, l'inverse. Non. Ah, voilà. Mais... T'as vu où on est? Mais putain. Ouais, oui. Que les gens qui se crachent ici. On est entre gens qui sont pas certains. Non, sûr de rien là. Apparemment, vous êtes ici un vendredi en pleine journée ou pas sûr de grand chose. Hein. Comment on fait pour que ça joue juste? Comment tu vas si quelqu'un un comédien... Tu parles de direction d'acteur, hein, tu parles pas de moi qui joue. Comment on fait pour que ça joue juste? Non, oui, non. Moi, donc là, sur mon film, j'essaye de faire en sorte que tout le plateau soit un endroit qui soit un peu dédié au jeu. Je sais que moi, comme spectatrice, ce qui m'intéresse le plus dans un film, c'est de suivre des personnages, d'y croire très fort. Et donc le jeu des comédiens, c'est essentiel. Tu vois, j'ai besoin d'y croire, quoi. J'ai besoin de me dire que ces gens existent vraiment. Et donc, comme réalisatrice, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de mettre le jeu au centre, de créer des moments vraiment des petits accidents, des moments de vérité, et un truc qu'on questionne jamais le fait qu'on se suive vraiment. Ici, c'est une bande de jeunes filles, qu'on les suive vraiment, qu'elles existent, qu'elles vivent vraiment ensemble, quoi. Donc, pour ça veut dire que l'équipe technique est très informée du fait que, en fait, on va faire des longues prises. Ah, tu fais des 15-20 minutes. Ouais, dans lesquelles on refait la scène plusieurs fois. Moi, je dirige dans la prise. Je donne des répliques à répéter, on redit. Donc en fait, il y a comme... C'est assez quand même intense pour les comédiennes parce que tu fais pas juste ta scène et puis on change le plan, quoi. On cherche ensemble dans la prise. Et parfois, je fais intervenir d'autres comédiens qui vont faire un truc un peu surprenant, qui fait qu'il se passe des choses. Donc ça veut dire qu'au début, il faut que tu aies un climat de confiance où tout le monde sait qu'on va faire ça ensemble et tu veux surprendre personne, tu veux rien voler à un comédien qui ne serait pas au courant que tu vas travailler comme ça. Tout ça, évidemment, tout le monde est safe et on prépare ça en amont et tout, mais ça veut dire aussi que toute la technique, on ne change pas la lumière entre deux trucs. En fait, voilà, on continue, on avance et c'est le jeu au centre. Et après, je crois que ça aide à ce que ça joue juste. J'ai parlé un peu avec Héloïse, donc, qui est la comédienne principale du film. Et ça veut dire quoi? J'ai parlé un peu avec Héloïse. Je lui ai demandé... Tu l'as appelée, par exemple? On s'est envoyé des vocaux. Ah ouais? Ouais. Je suis comme ça, moi. Oh. Alors déjà, j'aimerais qu'un jour, quelqu'un parle de moi comme elle parle de toi. Oh. Et puis surtout, elle me disait que toi, tu faisais très peu de répètes parce que tu voulais garder un truc très, très spontané. Ouais, en fait, là, c'est une jeune fille qui rejoint un groupe de jeunes femmes qui vivent ensemble. Donc, à la fois, il faut créer la complicité chez les trois qui vivent ensemble. Et en même temps, Héloïse, moi, je voulais qu'elle garde une espèce de candeur. Et qu'elle reste intimidée par ses filles, parce que c'est vraiment ce qu'elle traverse dans le film. Et puis, petit à petit, elle s'intègre dans la famille, quoi. Mais je trouvais que je trouve ça plus facile de jouer la complicité que de fabriquer le fait d'être un peu impressionné. Et donc et surtout la complicité va arriver. Enfin, tu vois, si tu fais les choses un peu dans l'ordre, alors forcément tu tournes pas tout chronologiquement, mais je préférais conserver ce truc-là pour elle que de devoir aller le rechercher, parce que c'est très très difficile de dire à quelqu'un. En fait, parce que ça se trahit dans plein de choses, dans la façon de se regarder, de se toucher, de se parler, de s'aborder. Enfin, c'est toutes les petites choses, et ça, je trouve ça plus difficile à fabriquer, ouais. Donc on a répété quand même, parce que et puis il y avait quelques cascades, il y avait quelques-unes, pas beaucoup, vraiment, c'est pas un film d'action, mais il y a une scène un peu violente. Et puis il y avait on s'est vu en amont, moi je voulais surtout que tous les enjeux du film soient très clairs pour toutes les comédiennes, que s'il y avait la moindre question sur le scénario, sur le personnage, on puisse y répondre en amont, quoi. Donc on a fait ça, mais vraiment répéter à proprement parler, il y en a eu quelques-unes, mais pas beaucoup, ouais. Attends, je ne sais plus. C'est pas stressant, du coup, que ce soit
pas 100% anticipé? Parce que imagine, tu veux créer quelque chose justement dans la spontanéité, mais t'arrives pas à trouver quoi sur le moment? Ça peut arriver, ouais, ça peut arriver. Mais il y a des scènes dans le film qui sont pas montées, tu vois. Il y a des scènes qui existent, enfin, qu'on a tournées et qui sont pas en montage parce que j'ai pas réussi à trouver ça à ce moment-là sur le plateau. Donc, et que, encore une fois, moi, je veux qu'on y croit tout le temps. Donc, s'il y a le moindre endroit où je me dis, je crois qu'on perd un tout petit peu de réalisme, je préfère qu'il ne soit pas. Et tu dois faire sacrément confiance à la toi du montage. Ouais. Quand tu tournes comme ça. Ouais. Mais ça veut dire que si tu veux aider le toi du montage et le monteur, Christophe Évrard, merveilleux monteur avec qui je travaille, tu fais beaucoup de matière. Et donc, je tourne. Il y a aussi le plus souvent possible de caméras. Et on change les axes et j'essaye de couvrir au maximum pour trouver plein de petits moments différents. Et en fait, tu la refais jusqu'à ce que tu te dises, ok, là, je pense que j'ai assez pour monter cette séquence. Mais après, moi, j'adore le montage du jeu, c'est vraiment ce que je préfère, enfin, le montage tout court. Et donc, je veux pouvoir m'amuser, enfin, je veux pouvoir me dire que j'ai pas de stress au montage, que j'ai tout ce qu'il faut. Ouais. Mais parce que ce que j'aime avec le montage, c'est qu'il y a une forme de Tetris, c'est-à-dire que quand tu tournes, c'est un peu infini. Tu peux refaire, c'est infini jusqu'à ce qu'on vienne te taper sur l'épaule en disant vraiment, il faut arrêter la journée. Mais il n'y a plus de sous. Là, vraiment, les gens veulent dormir, en fait. Mais au montage, donc c'est un peu infini dans ce sens-là, mais au montage, tu as une matière finie. Et donc, tu dois faire avec ce que tu as et un peu tout pour que ça... Et ça, je trouve ça très, très chouette. Mais comme on fait des sudoku, quoi, tu vois, j'aime trop. Tu vois que tu as des hobbies. Oh, mon Dieu. Ouais. Non, je vais réfléchir. Est-ce que c'est vraiment mes hobbies? Parce que je dois en avoir, quand même. Ton chien? Ouais, j'allais dire promener mon chien, mais c'est encore plus triste, quoi. Mais j'aime bien écouter des podcasts en promenant mon chien, c'est un hobby. Ouais. C'est quoi Vas-y, c'est quoi tes hobbies? Mais moi, j'en ai pas. Ah bon, si, voilà. J'adore jouer au foot. Ah oui, c'est du... Ouais, ça, c'est un hobby. Mais sinon, non, pas trop. Mais c'est un problème aussi. Pourquoi? En fait, j'essaye d'en voler aux autres. Ah oui, c'est ça. Ouais. Mais peut-être on peut commencer un atelier de poterie ou... Très chaud. De la ça, même aussi. Très chaud. Vas-y. En plus, t'as plein de temps libre en ce moment, je crois. Bientôt. Ouais, on va trouver. Ok, ça marche, cool. Là, on va pas faire 7 heures de céramique. Vous aurez vécu plus, ça. Tu vois. Pourquoi tu parles de cet âge-là? Les filles, elles ont entre 16 et 21 ans, plus ou moins. Ouais. Toutes les 4. Pourquoi tu parles de cet âge-là? Âge qui revenait déjà dans Matryoshka avant, court-métrage et tout ça? Moi, je crois que c'est un âge qui m'a vraiment marqué très fort, quoi. Et surtout, l'angle, en général, c'est la transformation qui opère à ce moment-là chez soi, mais c'est surtout la façon dont ce changement est perceptible dans le regard que les autres portent sur nous. Alors que moi, je me suis rendu compte que j'avais changé, que je devenais adulte par la façon dont on me regardait, plus que ce que moi, je constatais de moi-même. Et je trouve ce regard-là infiniment intéressant. Et en plus, ça se décline de plein de manières différentes. Et puis la façon de se construire aussi en miroir par rapport à d'autres gens que tu vas rencontrer à ce moment-là, qui vont être quand même des personnes importantes dans la vie, qui soient positifs ou pas. Je trouve que c'est un moment où tu te repères tellement, tu t'inspires tellement. Il y a vraiment un effet de miroir avec les gens que tu rencontres et qui vont... Moi, je me souviens de jeunes femmes que j'ai rencontrées à ce moment-là et qui m'ont vraiment, comme Héloïse dans le film, un peu fascinée, où je me disais, mais je veux être plus comme ça, tu vois. J'ai une de mes meilleures amies aujourd'hui, qui l'est toujours, que j'ai rencontrée quand j'avais 18 ans. Je sais qu'il y a beaucoup d'aspects de ma personnalité que j'ai vraiment, admiré chez elle. Enfin, je dis pas que je admire ma propre personnalité, mais je dis juste... Et je l'ai vue, je l'ai trouvé... Ouais, il y a du montage, hein. Tu vas monter. T'inquiète. C'est que je l'ai vue être dans ses valeurs et en fait d'admirer ça à ce moment-là, et que si je l'avais pas rencontrée, je serais peut-être assez différente en fait. Donc il y a vraiment des trucs qui marquent très fort, et ce moment où les tampons s'impriment, et je trouve ça vraiment fascinant. Moi, je trouve que c'est l'âge où il y avait plein de filles, je savais pas si je voulais être elle ou coucher avec. Ah ouais, bah oui. Aujourd'hui, j'ai compris. C'est quoi là? Toi, à cet âge-là, t'étais comment? J'étais comment? Ouais. T'étais celle qui observait? Ouais. Ouais. Oui, moi j'observais beaucoup. Oui. Moi, je suis un peu Héloïse dans le film. C'est-à-dire vraiment, j'étais... Mais toujours maintenant, j'observe beaucoup. Je préfère observer que parler. Je ne peux plus d'entendre le son de ma voix, par exemple. Ouais, j'allais dire merci d'être là, parce que t'aimes pas trop parler de toi et t'aimes pas être en public. Et là, je fais de la promo, je peux te dire que c'est pas ça. Ouais. Je peux plus me voir et je peux plus m'entendre, je te jure. Je peux plus entendre ma voix. C'est filmé. Yes. Moi, je regarderai pas, de toute façon.
J'étais comment, ouais, voilà. Après, moi, j'étais j'avais une bande de potes très importants dans ma vie à ce moment-là, mais je savais que j'allais les quitter parce que j'allais partir à Paris. Toi, t'es partie 15 ans à Paris quand même. Ouais, je suis partie 15 ans. Ouais. Enfin oui, je suis partie juste après le bac, enfin la réto. Après, je faisais un peu des allers-retours. J'ai un peu vécu à Londres un moment aussi, mais je savais que je voulais pas rester à Bruxelles, quoi. Dis plus jamais ça. Non, mais j'ai changé. Tu sais où je vis, hein, maintenant. Ouais, à Bruxelles. Ouais, voilà, qu'on prendra les cours de poterie. Oh, putain, je t'emmerde, tu me dis. Hein. Non, mais il est 49 et il faut que... On est ponctuel ici ou bof? Non, on est détendu. Il n'y a personne après nous? Il n'y a personne pour répondre, donc je prends ça pour un non. Oui, Londres. Quid de cette période? Tu bossais la nuit? Tu faisais quoi Elle a tous les dos. Absolument. Je suis partie à Londres, c'était un peu n'importe quoi. J'avais tourné un film qui s'appelle Eia Fiat la Jokul. Ah oui, où il y a plein de lettres. Où il y a beaucoup de lettres, sinon le volcan. Je joue la fille de Danny Boone et Valérie Bonneton dans ce film. J'avais tourné ce truc-là. Donc je me disais, ok, j'ai envie de faire d'autres trucs et j'avais envie de voir du pays. Et Londres, c'est une ville qui m'a toujours fascinée. Et c'est pour ça que là, le dernier tournage où je suis allée tourner 3-4 mois à Londres, c'était le rêve de ma vie, quoi. C'était vraiment génial parce que quand j'y suis allée à l'époque, j'avais pas un rond. Je connaissais personne. Enfin, j'ai jamais vraiment réussi d'ailleurs à travailler comme comédienne là-bas. Je suis revenue en France pour travailler après en me disant, bon, bah, tu vois, je peux continuer à vivoter là-bas. Mais c'était pas, j'avais pas mon trou du tout, quoi. Alors que là, tu reviens en Queen. Que là, je reviens avec une série, tu vois, BBC. Ouais, j'étais trop contente. J'avais l'impression d'avoir une vraie victoire sur la vie, quoi. Je me suis dit, ah, tu vois Londres. Tu vois, tu m'as pris de haut. Et donc, effectivement, quand je suis arrivée là-bas, j'avais pas une thune. Et j'ai suivi une pote qui venait faire un stage à Londres, qui travaillait dans le marketing. Enfin voilà, et elle m'a dit, mais tu viens? Je dis, ouais, ok, d'accord. Donc on a pris un appart ensemble. Et j'ai commencé à chercher des petits boulots. À l'époque, j'avais fait des études de journalisme à un moment, un peu sur le côté, comme ça. Et donc, je me suis dit, je vais faire un stage là-dedans. Donc, j'ai fait un stage dans un magazine pour hommes qui s'appelle Esquire, qui est genre comme GQ, tu vois. Ouais, voilà. J'étais assistante en photoshoot. En gros, j'allais chercher les fringues et je les ramenais. Mais ça, c'était genre un mois et c'était pas payé. Bon, bref, il fallait que je bosse. Et j'ai une pote de Bruxelles qui vivait là-bas et qui me disait, j'ai un super plan. Je fais des massages. Et moi, je dis... Comme c'est de là que vient l'idée du film. Voilà. Elles vont faire des massages dans des boîtes de nuit. Mais à la base, on faisait une petite formation de massage et après, on t'envoyait, c'était une agence qui envoyait des jeunes femmes massées dans des centres de conférences, tu vois, des shoppings, des trucs. C'est des massages, attendez, je précise, c'est des massages habillés, assis, pas glauques, hein, je vous dis pas en toute détente que... Donc du coup, voilà, sauf que en fait, quand tu commençais, on t'envoyait sur les pires plans au début parce que tu devais faire tes preuves et donc on t'envoyait en boîte de nuit. Et donc, je me suis retrouvée à masser en boîte de nuit. Mais donc, tu dois arriver aux tables et dire aux gars, salut, ça va? On fait des massages. C'est payé au pourboire. Qui veut? Voilà. Et donc, ouais. Et j'étais nulle. J'étais vraiment très, très mal, très mal à l'aise. Donc, Pourquoi t'étais... Enfin, oui. Pourquoi j'étais mal à l'aise? J'ai entendu en commençant ma question... Mais parce que tu vends autre chose qu'un massage, en fait. Oui, tu vends de la compagnie, quoi. Tu vends des blagues. Et ma pote qui le faisait hyper bien parce qu'elle arrivait, elle jouait un rôle. Elle arrivait, elle disait, c'était coucou les gars, machin, hyper bonne ambiance. Bon, on est là entre filles. Putain, vous êtes tout seul. Vous emmerdez ou quoi? On arrive, attends, on va vous masser. Oui, et puis après, elle se faisait flat thune, quoi. Comme Chirel le dit dans le film, c'est voilà. Tu leur fais croire qu'il y a un vrai truc. Ouais, tu leur fais croire 2 minutes qu'il y a moyen et tu prends ton bif. Ouais. C'est ça la réplique. Et bah ouais. Et donc, toi, t'étais nulle pour ça? Ah, j'étais nulle. Mais toi, t'es nulle pour te vendre déjà. Ouais. Ce qui est pas une très mauvaise chose quand t'es comédienne. De pas savoir se vendre? Bah, parce que c'est quand même un métier où t'es ton propre produit, entre guillemets, et il faut que tu... Oui, mais en fait, on vient avec ce qu'on a, quoi. Tu vois, ça, je peux pas faire autre... Enfin, tu vois, je pourrais... Ou alors, il faut que j'arrête de parler, ce qui est tout à fait une option. Pas se vendre du tout, laisser les autres te vendre à ta place, peut-être. Engager des gens pour le faire. Oh, flemme. Bon, donc voilà. Et en fait, pardon, je veux raconter tous ces épisodes cet épisode de massage parce que, en fait, c'est dans le film. C'est une grosse partie du film, Les Filles du Ciel, c'est qu'elle bosse en boîte de nuit.
Je vous raconte pas ça comme ça. Bien qu'on est entre nous, en fait, on peut tous dire. C'était un gros défi de ne jamais sexualiser les filles. Ouais, à fond. Bah oui, comment tu racontes des jeunes filles qui se sexualisent parce qu'elles prennent le pouvoir sur ça et que c'est leur façon de gagner leur thune, mais c'est leur vrai choix aussi. Enfin, c'est vraiment débattant que les meufs, elles y vont et elles sont jamais victimes de quoi que ce soit. Bah ouais. Donc, mais comment tu racontes ça sans toi-même les sexualiser à la fois à la caméra, enfin, ou raconter l'intimité de jeunes filles qui vivent ensemble, enfin, je sais pas, moi avec mes potes, par exemple, la nudité entre meufs, c'est quand même un truc qui est pas forcément sexuel, enfin, qui est pas sexualisé, quoi. C'est-à-dire, tu traînes, tu te retrouves à moitié à poil, tout le monde s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Bon, bah ça, comment tu le racontes dans l'intimité entre femmes, sans filmer ça et sans savoir ce qu'une personne qui va regarder va dire. Tu vois, ce qui est hors de question. Qu'elles sont jeunes. Ouais, c'est hors de question de sexualiser. C'est vraiment l'inverse de ce que je veux faire, quoi. Donc ça a été une vraie conversation avec le chef opérateur notamment, et je pense que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que quand elles arrivent dans cette boîte de nuit, on soit vraiment dans le regard. Enfin, on regarde la façon dont les gens les regardent elles, et disons qu'on les accompagne elles sont toujours en contrôle de ce qu'elles montrent. Et il n'y a rien qu'on leur vole jamais. On ne vole jamais des plans où elles ne pourraient pas savoir qu'elles sont regardées ou des endroits. Enfin, je veux dire, c'est toujours tout en conscience. C'est ce qu'elles voient, elles, et la façon dont on les regarde, mais pas ce que les gens regardent. Et de la même manière, quand tu veux filmer l'intimité, je pense que c'est beaucoup plus facile. Enfin, tu peux montrer beaucoup d'intimité sans montrer de la nudité, déjà. C'est vraiment des choix. Hein. C'est très facile de ne pas cadrer des parties génitales. C'est vraiment... C'est vrai que c'est vraiment assez facile. Vraiment. Et je ne fais pas le procès des gens qui le font du tout, mais je crois juste qu'il y a vraiment un endroit et des histoires pour ça, quoi. Et puis l'intimité, ça peut se montrer. Enfin, il y a des scènes du film, je pense qu'on raconte des vrais liens très forts entre des jeunes femmes qui se font entièrement confiance, sans que ça passe nécessairement. Et où il y a un peu de nudité, mais c'est pas sexualisé jamais. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Héloïse me disait que sur le tournage, tu avais l'air extrêmement sûre de toi. Ah ouais. J'ai dit que tu avais l'air. Ouais. Et que justement, elle trouvait ça beaucoup trop mignon, comme tu avais vachement protégé les filles de tes angoisses pour ne pas qu'elles les ressentent. Ouais. Il se passait quoi dans ta tête sur le tournage ? Est-ce que c'était genre les cartoons où il y a le feu ? Ouais. En fait, je crois que c'est aussi que c'était un tournage qui était hyper intense. Juste logistiquement, c'est-à-dire qu'on a tourné 6 semaines, mais t'as 4 comédiennes qui sont pas méga expérimentées. Il y a un bébé d'1 an et demi, enfin il y en a 2, c'était jumelles, mais il y a un bébé d'1 an et demi dans le film. Enfin, il y a quand même des données qui sont pas simples à mettre en place dans un plan de travail, quoi. Et donc on était toujours un peu pressés par le temps, et c'était aussi ça que je voulais jamais leur faire sentir, parce que... Et aussi quand tu décides de travailler avec des comédiens en disant on cherche ensemble, on expérimente, tu dois forcément tout accueillir. Tu peux pas leur dire ça c'était pas ouf, hein. Allez, on y retourne. Là, c'est hors de question. Ouais, voilà. Donc en fait, t'es obligé quand t'as pas encore ce qu'il faut, de dire c'est pas grave, on y retourne. C'est de la faute de personne. On cherche, quoi. On cherche. Donc ouais, je pense que là il y a des trucs où des fois tu te dis je sais pas si ça va aller, mais tu peux le montrer à personne, c'est certain. Mais tu la mettais où, ta peur ? Dans mon ulcère, je sais pas. Enfin, elle est. Ouais, tu n'as pas le droit en fait, hein. C'est tout. Ok. J'ai pas dit que j'avais des conseils de vie sains. Hein. Non, mais comment tu fais ? Bah tu fais, quoi. Je sais pas. Et je pense qu'après il y a eu une petite décompensation quand même à la sortie du truc, de se dire enfin je suis pas sortie à poil dans la rue en hurlant, mais il y a eu un moment où je me suis dit c'était quand même beaucoup, quoi. C'était quand même beaucoup. Et je sais que moi j'ai appris plein de choses sur ce tournage pour que le prochain, je crois que je voudrais me préserver moi un peu plus, quoi. Ça doit coûter beaucoup de rassurer tout le monde en permanence. Ouais. Après, j'étais aussi entourée de techniciens merveilleux, très chevronnés, qui étaient rassurants envers moi et qui aidaient aussi à ce que, tu vois, la maison n'était pas en feu du tout. C'est juste que toi, tu réponds à 67 questions dans la minute. Parfois, tu n'as même pas la réponse toi-même et tu t'es jamais posé cette question avant, tu vois. Et pourtant, il faut une réponse rapidement. Donc, tu apprends à dire je reviens vers toi parce que je sais pas encore, mais je vais te dire, je sais. Et voilà, mais c'est vraiment c'est un apprentissage immense, quoi. Moi, je suis très reconnaissante d'avoir pu faire ce film comme ça aussi, parce qu'en fait, ça s'est resté quand même très joyeux. Encore une fois, j'avais une équipe technique qui était en partie aussi des techniciens avec qui je travaillais depuis très longtemps, qui avaient fait mes courts-métrages, que j'avais ramenés de Belgique. Donc, je me sentais super entourée.
Donc on a traversé ça ensemble, vraiment. Et je pense qu'on est tous arrivés à la ligne d'arrivée en faisant ah! Mais moi, je suis hyper heureuse du film et je le referai comme ça, quoi. Héloïse m'a dit, elle m'a aussi dit, je suis pas sûre que je peux le dire, mais Yes, allez. non, mais à un moment, il y avait des scènes qui étaient compliquées psychologiquement à jouer pour elle. Et en plus, la fatigue du tournage, machin, et tu l'as prise à part, tu lui as dit, si t'es malheureuse, on arrête. Bah ouais. Ce qui est vraiment, genre, oui, et en même temps, à l'échelle d'un film. Oui, mais il n'y a aucun film qui vaut qu'une comédienne soit pas bien. Enfin... Moi, je suis d'accord. Ouais. Mais oui. Les gens je sais pas si le producteur... Oui, voilà, c'est si ça. le producteur sera d'accord. Je vais pas le jeter sous le bus, il est tout à fait... Non, mais c'est-à-dire que il y a plein de moyens de finir ce film. C'est-à-dire que si ça va pas bien, on arrête. Ça veut dire on change la scène, on raconte autre chose, on se débrouille, on fait marcher ça, et surtout on avance ensemble, quoi. Moi, je suis pas en train de traîner tout le monde contre... Enfin, tu vois, je crois sincèrement qu'un film doit pas se faire dans la douleur. Et s'il y a douleur, c'est que pour moi, tu vois. C'est moi et mon anxiété et les trucs. Mais par contre, les gens avec qui je bosse, et a fortiori des jeunes comédiennes, et a fortiori Héloïse, que je connais bien, parce qu'on avait fait un court-métrage avant ensemble. Moi, je l'ai rencontrée, c'est son premier casting, son premier tournage. Donc, elle a tout commencé, on a tout fait ensemble. La dernière chose que je voudrais au monde, c'est qu'elle se sente soit pas en sécurité, soit pas entendue, soit qu'elle soit malheureuse. Donc, il y a plein de façons de finir ce film, il y a plein de façons. Mais c'était à la fin du film, et elle était épuisée. Je sais qu'elle donne immensément, et donc comme elle se protège pas, c'est moi qui dois la protéger aussi. Le film a été compliqué à financer, et en fait j'ai l'impression que tout ce qui fait la force du film, ça rend qu'il a dû être difficile à financer. C'est un petit film où il n'y a pas de tête d'affiche, il y a pas de... Moi, c'était important, je voulais que ces jeunes femmes, on les connaisse pas, et qu'on puisse... Enfin, alors, elles ont toutes un peu tourné, on peut les reconnaître, mais je voulais qu'on n'ait pas d'idées préconçues de ce groupe en les croisant, en se disant, mais j'ai déjà vu dans un truc... J'avais un peu envie d'un terrain complètement neutre, et aussi de travailler avec des comédiennes... Après, ça me faisait kiffer qu'elles soient toutes comédiennes, et que ce film-là s'inscrive dans un parcours pour elles, et pas... forcément du casting sauvage, où tu fais un film, et puis après, tu prends un peu ce qu'il y a à apprendre à ce moment-là, et puis tu vois, j'aime bien que ça aussi qu'on crée ensemble, et donc on apprend ensemble. Je prends pas un truc que je rends jamais, et salut, belle vie, quoi, tu vois. C'était quoi la question ? Le fait que tout ce qui fait que le film est super, c'est ce qui a dû être difficile à le vendre. Genre le fait que ce soit pas manichéen, alors que c'est ton premier long métrage, le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui soient pas explicitées. Est-ce qu'à un moment, je sais pas, à la prod ou je sais même pas qui, aurait voulu que tu expliques davantage, que tu fasses des concessions sur certaines choses, ou que tu choisisses une actrice connue quand même? On me l'a suggéré à un moment, et j'ai dit que je voulais pas, et on m'a foutu la paix. Et ça, c'est quand même super d'avoir des producteurs, des distributeurs qui t'accompagnent. Ils savaient que moi, j'avais envie de faire un objet particulier, et j'ai pas lâché sur ça. Et ils ont été d'accord. Enfin, je veux dire, ils ont été d'accord avec moi. Après, quand tu finances le film, tu fais beaucoup de guichets. Les gens lisent des scénarios, ils font des retours, et il faut un peu piocher sur ce qu'on a envie de changer, ce qu'on n'a pas envie de changer. Quand un retour vient souvent, parce qu'on se dit, ouais, quand même, il faut le prendre en compte, parce que là, c'est la 4e personne qui dit ça. Donc il y a quand même peut-être consensus. Est-ce qu'on a envie de faire un consensus? Enfin, c'est toute la question de l'objet que tu as envie de faire. C'est compliqué parce que tu as envie de faire un film qui plaise, et en même temps, tu veux faire quelque chose de particulier, et l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est comme quand tu fais un financement, enfin quand ton film est en financement, on parle souvent en termes de référence. On dit ça va être un peu comme quoi. Et donc tu dois trouver le plus possible de choses qui te plaisent dans des films autour pour pouvoir parler dans un langage commun. Et en même temps, quand tu finis le film, idéalement, il faudrait qu'il ressemble à rien qui ait déjà été vu. C'est quand même très étonnant, quoi. Donc voilà, je crois qu'il y a un peu un jeu à jouer aussi dans le financement, c'est-à-dire que faut qu'on essaye de parler le même langage. Je comprends les enjeux. Tu choisis tes guerres, quoi. Ouais, exactement. Et après, en vrai, moi, la chance que j'ai eue, c'est que le montage, la fin a complètement changé par rapport au scénario. Ah ouais ? J'ai enlevé une partie de la fin pour que le film soit plus lumineux. Je voulais qu'on reste dans un truc plus lumineux. Et quand on a montré ça aux distributeurs, Memento, ils ont posé aucune question. Ils ont dit c'est super. Et ils ont aimé le film. Donc je crois qu'il faut travailler avec des gens qui nous font confiance et à qui on fait confiance, quoi.
Merci beaucoup Bérangère. Merci Fanny, merci d'être venue. Merci beaucoup tout le monde. Qui pense que j'ai plus de 35 ans?